Bienvenue dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Early et je suis toujours très heureux de vous retrouver. Au cours de plusieurs épisodes précédents, nous avons beaucoup discuté du problème de l'extrémisme violent en Afrique du Nord et au Sahel, où les groupes terroristes se multiplient et recourent à la violence contre des civils innocents en vue d'imposer leurs convictions religieuses ou politiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons de ce problème, mais cette fois-ci aux États-Unis, car les événements du 6 janvier ont attiré une grande attention lorsque des manifestants ont pris d'assaut le bâtiment du Congrès des États-Unis, en tuant et en blessant des dizaines de policiers fédéraux. En effet, ce que nos téléspectateurs ne savent peut-être pas au Maroc et dans la région, c'est que des centaines d'Américains ont été victimes de violences politiques, religieuses et ethniques au cours de ces dernières années. Parmi les exemples, on peut citer le meurtre en 2012 par un homme armé de 7 personnes lors d'un office dans un temple sikh du Wisconsin. Celui en 2015 également par un homme armé de 9 Afro-Américains dans une église de Caroline du Sud. La tuerie en 2016 de 49 personnes dans un club homosexuel à Orlando en Floride. Celle en 2018 de 11 juifs dans une synagogue de Pennsylvanie. En 2019, un homme a abattu 23 latino-américains dans un magasin au Texas. Et en cette année 2021, un autre tueur fou a abattu 4 Américains d'origine asiatique en Géorgie. Toutes ces attaques ont certes été menées individuellement par des hommes armés, mais les politiciens et les législateurs sont de plus en plus préoccupés par le nombre croissant de groupes d'extrême droite, violents et organisés aux États-Unis, et responsables d'un plus grand nombre d'attaques que celles attribuées à des groupes de gauche ou à des individus motivés par les instructions de Daesh ou d'Al-Qaïda. By left-wing groups or individuals inspired by the Islamic State or Al-Qaïda. Ces milices de droite ou paramilitaires sont très bien armées et organisées, et parmi leurs sympathisants, on trouve un nombre important et inquiétant d'anciens membres de la police et de l'armée. Ces derniers fournissent des formations paramilitaires pour mener des attaques en zone civile et pénétrer dans des bâtiments en utilisant des engins explosifs. Ils programment ouvertement à être en droit de prendre les armes contre ce qu'ils appellent la tyrannie gouvernementale. En plus des émeutes au Capitole de janvier dernier, ils sont également responsables de la planification de l'enlèvement de la gouverneure du Michigan dans l'intention de l'échanger contre une rançon. Ils sont responsables aussi de la plupart des attaques terroristes aux États-Unis depuis 1994. Ces extrémistes de droite sont à l'origine des 2 tiers des attaques armées et des projets d'attentats en 2019 aux États-Unis. En plus de tout cela, le Bureau fédéral d'investigation, le FBI, dispose de preuves que la Russie et d'autres adversaires étrangers cherchent à soutenir ces groupes extrémistes, qu'ils soient de droite ou de gauche. De même, le FBI enquête également sur le fait qu'un citoyen français aurait fait une donation en bitcoin de 500 000 $ à l'extrême droite américaine qui a planifié et mené les attaques du 6 janvier contre le Capitole. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons de la menace que représente la violence extrémiste aux États-Unis. Nous essaierons de voir ce qui se cache derrière cette menace et pourquoi elle est si réelle. Nous évoquerons également la lutte contre ce danger et comment apprendre des efforts antiterroristes menés en dehors des États-Unis, comme dans un pays comme le Maroc par exemple. Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir un expert en politique américaine et des affaires du Moyen-Orient et du contre-terrorisme. Notre invité s'appelle Brian Katulis, il est chercheur principal dans une importante institution de Washington, D.C., le Center for American Progress, dont les travaux sont centrés sur la stratégie de sécurité nationale américaine et la politique antiterroriste. Monsieur Brian Katulis conseille souvent les principaux décideurs de la politique étrangère américaine, ainsi que les membres du Congrès, et il a vécu et travaillé en Égypte, en Palestine, en Israël et en Jordanie. Il a également collaboré au Conseil de sécurité nationale, au département d'État et à la défense des États-Unis. Mais avant d'entamer la discussion avec notre invité, nous commencerons comme d'habitude avec notre correspondante Adèle Nazarian, qui est aujourd'hui avec nous en studio.
Adèle, comme nous venons de l'entendre, des membres du Congrès et d'autres responsables sont de plus en plus conscients et préoccupés par cette épidémie de violence issue de ces organisations. Alors, que faut-il faire pour faire face à ce fléau? Adam, je suis vraiment heureuse d'être avec vous en studio pour changer. Vous avez raison de dire que les mouvements de droite sont responsables, comme c'est le cas des mouvements de gauche. Ces derniers qui prétendent lutter pour les droits des groupes minoritaires ou contre le terrorisme, mais nous avons des agendas cachés dont certains sont marxistes extrémistes. C'est bien de voir l'administration américaine adopter des lois pour lutter contre la haine, mais ces choses sont différentes de ce qu'elles ont l'air. Car malheureusement, ce problème se trouve ancré profondément dans la société. Chose qui appelle à éduquer les citoyens dans les familles et les écoles, qui sont d'ailleurs les lieux où ils apprennent la haine en réalité. En fait, le gouvernement fait du bon travail pour promouvoir la paix sociale et rappeler aux citoyens les dangers que représentent le racisme et la haine. C'est merveilleux, mais ça reste symbolique. Le peuple doit prendre sa responsabilité et s'engager afin d'améliorer ses comportements. Brian, let's turn to you. I want to ask you. Je me tourne à présent vers vous, Brian. À votre avis, les États-Unis souffrent-ils vraiment du problème de l'extrémisme? Et qui, selon vous, est derrière ce phénomène? Oui, nous avons un problème d'extrémisme. Ceci n'est pas seulement mon opinion, car de nombreux rapports gouvernementaux ont évalué les menaces émanant d'extrémistes qui recourent à la violence ici aux États-Unis. Leur source est surtout ces dernières années des extrémistes de droite et non du terrorisme sous couvert de l'islam. Après les attentats du 11 septembre il y a 20 ans, les États-Unis ont créé une infrastructure massive pour vaincre Al-Qaïda et les réseaux qui s'activent sous sa bannière. Les États-Unis ont récemment utilisé cette structure à l'échelle internationale pour combattre Daesh en Irak et en Syrie. Mais ce que nous voyons, comme Adèle l'a souligné, c'est la nécessité de regarder à l'intérieur des États-Unis et ce que nous faisons ici avec les législateurs, ainsi qu'en termes de la politique, de la dynamique sociale et d'un véritable examen de la chronologie des événements. En fait, la prise d'assaut du Congrès le 6 janvier a été un avertissement à de nombreux Américains que toutes ces mesures doivent être prises. Pouvez-vous développer un peu plus sur ce point? Vous avez abordé la politique et le mouvement social. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Je pense que de nombreux Américains des deux bords idéologiques estiment qu'ils sont incapables de communiquer ou d'appartenir à une identité nationale inclusive qui nous unit tous. Au cours des 5 ou 6 dernières années, l'Amérique a traversé une période politique difficile, au cours de laquelle s'est élevé le slogan « Nous sommes contre eux ». Nous l'avons vu clairement, explicitement avec Donald Trump lorsqu'il est devenu le président élu. Un bon nombre de ces politiques, y compris la suspension de la délivrance de la plupart des visas d'entrée aux personnes venant de pays à majorité musulmane, en plus d'autres mesures qui visent à gagner l'affection de ceux qui adhèrent à l'idéologie du suprémacisme blanc. C'est ainsi que la vieille idée que tous les Américains sont unis a disparu et nous l'avons vu aussi dans certaines franges de la gauche où le concept que les Américains vivent et travaillent ensemble a été remplacé par une version extrême du slogan « Nous sommes contre eux » qui venait de la gauche. Ce type de slogan n'est pas encore dominant dans les rangs du Parti démocrate, mais il est plus courant au sein du Parti républicain, chose qui rend les citoyens vulnérables à toutes sortes de slogans soulevés par des groupes extrémistes et promus via les réseaux sociaux. Nous voyons donc l'escalade de cette dynamique sociopolitique, car les citoyens ne savent pas ce que signifie être américain et s'ils peuvent vivre ensemble en tant que nation unie. Avant de faire une courte pause, je voudrais vous demander, Adèle, nous avons entendu Brian parler de la droite contre la gauche et de la façon dont chacun diabolise l'autre.
Nous sommes également confrontés à des rapports qui prouvent que les extrémistes de droite, comme les Proud Boys et les World Keepers, sont responsables d'un plus grand nombre d'actes de violence que ceux commis par la gauche. Et ces deux organisations pratiquent la violence organisée. Vous qui adhérez au Parti républicain, que pensez-vous du rôle de ces factions? Merci. Je maintiens objectivement la même distance vis-à-vis des événements et des faits. Je pense qu'il y a un problème au niveau de la couverture médiatique de certains événements. Dès qu'une action est entreprise par l'extrême droite, on voit l'influence et les réactions des médias. Prenons par exemple les déclarations de Maxine Waters lorsqu'elle a incité les citoyens à affronter les autorités. Maxine Waters est une élue démocrate au Congrès. Oui, c'est une femme politique, membre du Parti démocrate et représentante fédérale de Californie. Elle est au Congrès depuis 30 ans et elle a incontestablement incité à la violence. La réaction des médias a été différente de celle suscitée par ce qu'a dit Donald Trump. Bien évidemment, certains pensent que les deux discours étaient pleins d'incitation à la violence, mais il est regrettable de voir les deux poids, deux mesures des médias dans le traitement des deux cas. Donc, bien sûr, il y a une prise de position politique qui est un grand problème, comme l'a dit Brian, et c'est la principale raison derrière tout ce qui se passe, ce qui divise les gens, et ça doit cesser. Chers téléspectateurs, après la pause, nous discuterons de la manière dont l'Amérique peut bénéficier des expériences d'autres pays dans la lutte contre le terrorisme. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discutons de l'extrémisme violent aux États-Unis. Brian, à votre avis, comment l'Amérique peut-elle bénéficier des expériences des autres pays dans la lutte contre le terrorisme? Nous avons souvent parlé d'Al-Qaïda et de Daesh au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Trouvez-vous des similitudes entre ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières? Oui, je vois des similitudes, mais pas des correspondances. En fait, ce qui différencie les États-Unis, c'est que par rapport à de nombreux pays, confrontés au problème du terrorisme et de l'extrémisme, les institutions américaines sont toujours fortes, diverses et bien implantées dans les réseaux sociaux américains. Et ce n'est pas le cas dans la plupart des pays dans lesquels j'ai vécu et j'ai travaillé, comme le Pakistan ou la bande de Gaza, ou ce que nous voyons aujourd'hui au Yémen et en Syrie et dans bien d'autres régions. En parlant des institutions, je ne parle pas uniquement du gouvernement et du pouvoir législatif, mais je veux dire aussi du pouvoir judiciaire et des médias. Nous avons des médias libres, ouverts et diversifiés. Ils ne sont peut-être pas toujours responsables, mais malgré l'escalade du slogan « Nous sommes contre eux » en tant que pratique politique liée à l'identité et le fait que les voix extrémistes puissent exprimer sur les réseaux sociaux, les institutions américaines ont constitué une barrière protectrice. Je suis d'accord avec les observations sur la manière dont les médias ont expliqué certains des incidents. Mais en général, si vous regardez les médias publics tels que la chaîne de télévision publique ou la radio publique ou la plupart des grands journaux, qu'ils soient conservateurs comme le Wall Street Journal ou libéraux comme le New York Times, nous pouvons voir une ligne éditoriale différente. Mais en général, il y a d'excellents journalistes capables de travailler librement et indépendamment, chose qui rend l'Amérique différente de nombreux pays. Mais la chose en commun, c'est l'extrémisme politique et l'idéologie, car les membres des partis, qu'ils soient républicains ou démocrates, tentent de défier l'ordre établi en utilisant de nombreuses tactiques utilisées par les extrémistes et les terroristes dans des endroits comme le Moyen-Orient. C'est un bon point pour retourner vers Adèle. Adèle, de par votre expérience dans le journalisme, vous savez dans quelle mesure les extrémistes utilisent les médias pour atteindre leurs objectifs. D'un point de vue professionnel,
Quelles sont, à votre avis, les responsabilités des médias dans cette crise? Thank you so much. I think it's unfortunate that the media, which is often seen as a sixth column, I think it is. Merci beaucoup. Encore une fois, je pense qu'il est regrettable, comme Brian l'a dit, que la couverture des médias, qui sont généralement considérés comme le quatrième pouvoir de la société, soit irresponsable. Qu'il y ait beaucoup de coloration partisane et politique et qu'il y ait un manque de neutralité et d'objectivité dans nos médias. Cela nous a fait voir un camp de gauche face à un camp de droite, à l'exception des institutions qui jouissent d'une certaine crédibilité. Et en voici un échantillon sur l'écran comme nous le voyons. Cependant, pour ce qui est des autres médias, nous constatons qu'ils ont perdu leur crédibilité, ce qui a tourné l'attention vers les voix des gens qui ont choisi de faire leur propre couverture sur les plateformes comme Twitter et Facebook. Ceci a mis les grandes institutions dans l'embarras. En fait, nous sommes à la croisée des chemins et je pense que le moment est venu pour les médias de définir leurs objectifs et leur crédibilité. Sinon, nous assisterons à une catastrophe dans ce milieu. Brian, certains estiment que l'extrémisme violent deviendra une réalité évidente avec laquelle nous devrons vivre, ce qui est déjà une réalité dans des régions comme l'Afghanistan, l'Irak ou le Sahel, des régions dans lesquelles on peut faire des progrès en matière de lutte contre le terrorisme, mais il sera difficile de l'éradiquer complètement. Ici aux États-Unis, nous sommes confrontés à des défis singuliers qui nous distinguent des autres, à savoir cette ouverture formidable aux médias, loin de tout contrôle de l'État. Mais aussi l'absence d'une police nationale unifiée. Et contrairement à d'autres pays et régions comme le Maroc et l'Europe, les Américains ont librement accès aux armes les plus sophistiquées dans des magasins tout à fait ordinaires. Comme nous l'avons souligné, un grand nombre de sympathisants de ces organisations d'extrême droite sont des anciens policiers et des militaires. S'agit-il dans un tel contexte d'un problème dont nous pouvons nous débarrasser complètement ou allons-nous simplement nous contenter de gérer cette crise sans véritablement éradiquer la menace? I think it's more of the latter. It's more like a chronic condition, and hopefully you can contain it. Again, mostly, I think through better politics and a better debate in the media. Je pense qu'il s'agit d'une maladie chronique qu'on espère contenir dans la plupart de ces aspects en adaptant de meilleures politiques et en créant une meilleure atmosphère de discussion dans les médias sur ce que les États-Unis tentent d'accomplir et comment nous pouvons vivre ensemble. Il existe de nombreuses propositions bureaucratiques telles que la réforme du département de la sécurité intérieure et la réforme de la police. Certains ont même recours à la proposition d'abolir la police, qui est un exemple d'extrémisme venu fondamentalement de la gauche. De telles réformes sont importantes, mais si vous jetez un coup d'œil sur l'histoire des États-Unis, et que vous vouliez les appeler extrémistes ou non, il y a toujours eu des voix séparatistes contestant l'autorité du gouvernement et qui ont leur propre opinion, comme la désobéissance civile en Pennsylvanie sous l'ère du président américain George Washington. Des Américains ont pris les armes contre leur gouvernement. Cela s'est souvent produit ici et nous avons observé ces incidents récemment, en particulier le 6 janvier au Congrès américain. Ceci a choqué de nombreux Américains et je pense que le Parti républicain et le Parti démocrate ont besoin d'apporter du sang neuf et de nouvelles pensées. Mais ce qui m'inquiète, c'est que beaucoup de membres élus du Parti républicain, et cela n'est pas une position partisane de ma part, n'ont pas exprimé fortement leur opposition à cette désobéissance armée. Pire, nous avons vu des membres du Sénat et des anciens républicains qui semblent justifier ce qui s'est passé par leurs déclarations. Cela peut être le résultat de l'émergence de milices armées durant les campagnes électorales, mais la plupart des Américains, qu'ils soient républicains ou démocrates, veulent que le gouvernement puisse faire de bonnes choses et travailler ensemble. En revanche, c'est la partie en colère des Américains qui favorise l'extrémisme et je pense que c'est un problème chronique qu'il faut endiguer. Oui, je suis d'accord avec vous sur ce point. Les hauts responsables républicains, y compris ceux du Congrès, refusent de condamner les violences du Capitole. Ils trouvent même des justifications à ce qui s'est passé. Mais permettez-moi ici d'interroger Adèle sur ce point.
Adèle, il y a quelques jours, Kevin McCarthy, le leader de la minorité républicaine à la Chambre des représentants, a déclaré que l'ancien président Donald Trump était responsable des émeutes au Capitole. Pourquoi pensez-vous que les plus hautes instances du Parti républicain hésitent toujours à condamner ces groupes d'extrême droite? Very simple. 2024. La réponse est simple, c'est l'année 2024. L'ancien président Donald Trump est déjà devenu un créateur de leaders. En fait, ce qui se passe, c'est le suivant. Pardon. Laissez-moi d'abord rappeler que d'aucune manière je ne sous-estime en aucun cas ce qui s'est passé. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se projette dans l'avenir. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'ancien président Donald Trump, vous perdrez et s'il vous aime, la route est grande ouverte devant vous car il est devenu le faiseur des nouveaux visages du Parti républicain. De ce fait, on voit que Nikki Haley était hésitante. Je crois que c'est ce qui se passe. S'ils condamnent mes actes, ils en paieront le prix. Il est vrai que les mots ont un poids, mais soyons réalistes. Si quelqu'un vous demande de sauter d'un pont, il est de votre responsabilité de ne pas suivre ses paroles. La conclusion ici est que les élections de 2024 constituent la clé de l'énigme. Oui, Brian, Adèle vient de soulever un point intéressant. Le fait est que de nombreux électeurs soutiennent ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole, c'est-à-dire le droit du simple citoyen de recourir à la violence, de mettre en danger la vie de ses élus et de prendre le processus politique en otage. En prévision des élections présidentielles de 2024, n'y a-t-il aucun moyen d'éteindre cette étincelle qui risque de mettre le feu aux poudres? Il est intéressant de noter que cela ne vient pas seulement des nouveaux membres, mais d'un certain nombre d'anciens dirigeants du Parti républicain et de responsables qui ont servi dans l'administration Bush et sous d'anciens présidents américains. Si vous regardez presque tous les anciens présidents américains, à l'exception de Donald Trump, ils ont assisté à l'investiture de Joe Biden en janvier, et si vous lisez entre les lignes ce qu'ils ont dit, y compris le président Bush Jr., vous constaterez qu'ils ont critiqué même implicitement Donald Trump et ce qu'il représentait au Parti républicain. Mais comme je l'ai dit, il existe toujours un pourcentage important de l'électorat républicain qui soutient Trump. En face, il y a quelques voix courageuses au sein du Parti républicain qui le critiquent ouvertement, comme Mitt Romney ou quelques autres républicains, mais il y a beaucoup de retraits du Parti républicain et alors je ne pense pas que les États-Unis ne vont pas s'embraser. Je crois qu'il existe des institutions politiques, y compris le Parti républicain, qui n'apparaîtront pas comme ils étaient avant 5 ans. Nous avons entendu aujourd'hui des propos à la fois révélateurs et inquiétants de la part de notre correspondante Adèle Nazarian et de notre invité Brian Katulis. Le tableau qui nous a été brossé est celui d'une Amérique profondément divisée, contrairement à ce que nous pouvons voir dans un pays comme le Maroc, qui est doté d'une gouvernance éclairée à l'échelle nationale et qui bénéficie du soutien du peuple dans son combat pour mettre hors jeu toutes les formes d'extrémisme. Je tiens à remercier Adèle Nazarian et Brian Katulis. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.